occasion, nous avons le plaisir d'accueillir comme orateur Monsieur l'ambassadeur Thomas Greminger, qui partagera avec nous ses réflexions sur la neutralité suisse dans un monde de plus en plus polarisé. Merci Monsieur l'ambassadeur d'avoir accepté notre invitation. Et avant de donner la parole, permettez-moi de saluer Claudie Collier, que j'ai vu tout à l'heure. Nous sommes très heureux. Vous avez été un des orateurs et nous sommes très heureux de vous avoir. Vous êtes un président, vous êtes membre d'honneur de notre comité, de notre association des alumni. Avant de donner la parole, permettez-moi de vous donner quelques informations, cher public, concernant le déroulement de cette soirée. Après la conférence de Monsieur l'ambassadeur, vous aurez l'occasion de poser vos questions durant une vingtaine de minutes. Et puis, il y aura, comme à chaque fois, un apéritif au foyer des salons qui se trouvent à l'entrée. Pour vous présenter en quelques mots, Monsieur l'ambassadeur, présenter une très longue carrière. Vous avez rejoint le service diplomatique du DFAE en 1990. Vous avez occupé différents postes de direction de 2010 à 2015. Vous avez été le représentant permanent de la Suisse auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et en juillet 2017, vous avez été nommé secrétaire général de l'OSCE pour un mandat de 3 ans. Vous avez été le premier Suisse à occuper ce poste dans une région stratégique. C'était après Maïdan. C'était avec les accords de Minsk et vous avez eu au cours de votre carrière différents postes où vous avez, notamment, vous me disiez tout à l'heure, initié dans les années 2000 un dialogue aussi avec le Hamas à propos du Proche-Orient. Vous avez toujours été au cœur de négociations extrêmement importantes et vous êtes connu comme un fin diplomate, un brillant diplomate. Depuis mai 2021, vous êtes directeur du Geneva Center for Security Policy. C'est un organisme qui est basé à Genève, qui est notamment engagé en faveur de la formation et de la promotion de la coopération dans le monde. Et Dieu sait si le monde aujourd'hui en a besoin. C'est un pilier extrêmement important de la Genève internationale. Vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université de Zurich. Vous êtes auteur de plusieurs publications sur l'histoire militaire, la gestion des conflits, le maintien de la paix, tout sujet extrêmement important. Depuis plus de 20 ans, vous placez l'engagement en faveur de la paix, en faveur de la sécurité et des droits de l'homme au cœur de votre carrière. Nous vous en remercions et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir et de vous entendre durant une petite demi-heure. Après quoi, nous vous poserons plein de questions. À vous. Mesdames et messieurs, chers collègues, merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. C'est un grand plaisir d'être ici à l'Uni de Genève. Malheureusement, je ne suis pas votre alumnus, comme Romain m'a indiqué. J'ai fait mes études, c'est un petit défaut, à Zurich et pas ici. Et puis c'est un grand plaisir de vous revoir, M. Nicolier. Je pense que je vous ai reçu à ma résidence à Vienne il y a, je ne sais pas, mais 20 ans ou de loin. Un grand plaisir de vous revoir. Donc, moi j'aimerais commencer cette discussion d'aujourd'hui par un propos tenu par un ancien collègue de moi. Paul Sager, il était dernièrement encore l'ambassadeur suisse à Berlin. Il a dit « La Suisse est un pays avec peu de ressources naturelles, mais nous avons 2 choses en abondance. Des entraîneurs de football et des experts en neutralité. Nous en avons 8 millions. Chacun connaît la meilleure composition pour l'équipe nationale et chaque Suisse a un avis terme sur ce qui est neutre et sur ce qui ne l'est pas. Donc,
c'est déjà assez daté, donc cette citation. Aujourd'hui, je pense que le nombre d'experts est probablement plus proche de 9 millions, voire 10 millions bientôt. Mais c'est ce qui est clair, la neutralité, ça c'est un sujet très très important pour nous, les Suisses. Sur le plan international, ce que j'observe aujourd'hui, c'est un regard plutôt critique sur la neutralité en Occident, tandis que sur un plan plus global, dans un monde de plus en plus multipolaire, je pense que ce concept de la neutralité est susceptible de regagner en importance. Au fond, en principe, pour un État de notre taille, il y a 3 stratégies de politique étrangère. Il y a la possibilité de suivre le mouvement. En anglais, on appelle ça bandwagoning. Il y a la possibilité d'adopter une position d'attente. On appelle ça hedging. Aujourd'hui, beaucoup de pays appliquent une telle politique étrangère, j'y reviens, et l'appellent multi-alignment. Ou la 3e stratégie, c'est la neutralité. Et comme vous le savez, la Suisse a choisi cette dernière option. La question aujourd'hui, la neutralité suisse, existe-t-elle encore et sans aucun doute provocante? Et c'est une bonne chose. Ça nous oblige à penser de manière critique. Ma réponse brève est la suivante. Oui, la neutralité existe toujours, mais bien sûr, la politique de neutralité doit constamment être adaptée au changement mondial. Dans les prochaines minutes, j'aimerais parler des points suivants. Quels sont les fondements de la neutralité suisse? J'aimerais brièvement parler sur le développement de la neutralité suisse au XXe et au XXIe siècle, parler de l'effet de l'invasion russe en Ukraine, est-ce que c'était un tournant, brièvement décrire le débat actuel sur la neutralité dans notre pays et enfin vous donner une réponse un petit peu plus longue sur la question initiale. Avant d'examiner l'état actuel de la neutralité suisse, il est très très important de distinguer entre la neutralité en tant que concept juridique et la neutralité en tant que choix politique, à savoir le droit international de neutralité et la politique de neutralité. La neutralité de la Suisse est ancrée dans le droit international, en particulier les conventions de l'Haye de 1907 que nous avons ratifiées. Ces conventions définissent les droits et les obligations des États neutres en temps de guerre. J'aimerais souligner 3 principes juridiques clés. Un État neutre ne doit pas participer au conflit militaire. Deuxièmement, un État neutre ne doit pas permettre que son territoire soit utilisé à des fins militaires. Et troisièmement, un État neutre doit traiter tous les belligérants sur un pied d'égalité. Au-delà de ces obligations légales, un État neutre a beaucoup de liberté de définir sa politique de neutralité. Et en effet, la neutralité suisse a évolué au fil du temps en réponse aux réalités géopolitiques changeantes. J'aimerais seulement mentionner quelques étapes clés et je ne commencerai pas avec la bataille de Marignan. Je commence avec la phase immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Pendant cette période, la Suisse
reste strictement neutre. Elle participe à quelques activités de consolidation de la paix, comme par exemple la surveillance de l'armistice en Corée, mais au fond, elle a une politique étrangère très conservatrice, assez passive. On appelle cette politique de neutralité la neutralité intégrale. Après la fin de la guerre froide, donc après 1990, la Suisse adapte sa neutralité aux circonstances géopolitiques changeantes. Le gouvernement suisse a adopté en 1993 ce fameux rapport sur la neutralité qui souligne que la sécurité traditionnelle se fonde sur la neutralité et l'indépendance, mais, et je cite, elle doit être complétée par une sécurité par la coopération. Donc ça c'est le nouveau concept, sécurité par la coopération. Ça voudrait dire que la politique de sécurité suisse reposerait sur deux piliers, une dimension nationale fondée sur une neutralité permanente et une dimension internationale axée sur la solidarité et la promotion de la paix. En 2002, la Suisse devient enfin membre des Nations Unies. Ça renforce également la participation active à la diplomatie multilatérale et en même temps, nous observons une très forte volonté politique de renforcer la politique de paix de notre pays. Et puis, j'y reviens dans un instant. À l'époque, il y avait l'ancienne présidente de la Confédération, Micheline Calmiret, qui appelait cette politique de neutralité la neutralité active. C'est jamais devenu vraiment un terme officiel, mais je pense que c'est quand même un concept assez plausible, cette neutralité active. En septembre 2022, donc quelques mois après l'invasion russe en Ukraine, le Conseil fédéral a publié un rapport, le rapport complémentaire au rapport sur la politique de sécurité. Et ce rapport propose un nouvel élément. Il y conclut qu'il est dans l'intérêt de la Suisse d'orienter sa politique de sécurité et de défense de manière plus conséquente que jusqu'à présent vers la coopération internationale. Et le rapport expose les possibilités de développer la coopération en matière de politique de sécurité et de défense en Europe, concrètement avec les pays voisins et avec l'OTAN et l'Union européenne. Il y avait ensuite, en fin 2022-2023, il y avait une nouvelle tentative de rédiger et approuver un rapport sur la neutralité qui aurait justement intégré ce nouvel accent sur la coopération de sécurité avec des like-minded. Mais il y avait pour ce rapport pas de majorité au Conseil fédéral et le rapport existe, mais formellement c'est une réponse à un postulat. Quand même, la substance est très intéressante. Très brièvement, revenir sur cet accent qui est mis sur la politique de paix à partir de, je dirais, 2001-2002. Donc, il y avait le Conseil fédéral qui approuve en 2002 une nouvelle loi sur les mesures civiles de la paix et de promouvoir, oui, je dois voir quel est le titre,
la loi fédérale sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme. Donc, il y avait cette loi en 2002, mais ce qui était beaucoup plus important, il y avait aussi un crédit cadre. Donc, le Conseil fédéral et le Parlement ont mis à disposition des moyens, et des moyens considérables. On était à l'époque beaucoup plus généreux qu'aujourd'hui avec ce genre d'outils, et puis moi j'avais la chance d'être à la tête de la division au DFAE qui était en charge de mettre en œuvre cette loi en menant les actions de la Suisse dans ce domaine de la promotion de la paix civile dans beaucoup de contextes autour du monde. Je viens à cette question, à quelle mesure était l'invention un tournant dans la discussion suisse, et puis ce qui était évidemment absolument clé, c'était cet débat sur l'adoption des sanctions. Vous voyez ici quelques dates clés. Donc, immédiatement après l'invasion, le gouvernement suisse condamne les actions de la Russie, adopte le 24 février partiellement les sanctions de l'Union européenne. Mais ensuite, il y a beaucoup, et c'est très intéressant, beaucoup de pression interne et externe sur le Conseil fédéral d'aller plus loin. Il y a les partis politiques qui étaient en faveur de l'adoption totale des sanctions de l'Union européenne. Il y avait des grandes manifestations, la plus grande depuis la guerre en Irak en 2002 à Berne. Mais il y avait aussi, il faut le dire, il y avait de la pression externe. L'Union européenne qui a, et je cite, encouragé la Suisse à faire preuve de courage et soutenir les sanctions de l'Union européenne. Même tonalité de la part des Américains, et puis ça a eu un effet. On peut discuter quelle type de pression était plus décisif, la pression interne ou la pression externe. Fait est que le 28 février 2022, la Suisse a adopté les sanctions, le paquet entier de l'Union européenne. Et puis, il y avait, vous vous souvenez probablement, un grand écho dans les médias internationaux. Il y avait cette fameuse conférence de presse du président Biden, où il disait que même la Suisse soutenait désormais le peuple ukrainien, même la Suisse. Et puis, depuis ce moment, on observe un débat très actif, très vif en Suisse sur la politique de neutralité à suivre. Il y a différentes écoles de pensée. J'aimerais mentionner ici que deux. Il y a l'école de pensée officielle, et puis, si vous voulez, porte-parole de cette position était assez régulièrement le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, qui déclare que la neutralité ne signifie pas indifférence, mais que la Suisse ne prend pas part militairement aux côtés d'autres pays. Et puis, une citation directe, en principe, il n'y a pas de position neutre face à la violation brutale des valeurs fondamentales qui sont aussi nos valeurs. Et puis, assez tôt dans ce débat, Ignacio Cassis a aussi lancé un nouveau terme. Il a lancé le concept de la neutralité coopérative. À fin des comptes, si vous regardez de plus près, et puis vous le voyez dans
ce rapport réponse à un postulat de 2023, cette neutralité coopérative est très très proche de la neutralité active de Mme Galmiret. La différence entre les deux est surtout l'insistance sur la coopération de sécurité avec des Leitlinien comme l'OTAN, l'Union européenne, etc. Ça, c'est clairement plus récent. L'autre extrême, l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, qui déclare qu'avec l'adoption des sanctions, la Suisse est devenue une partie du conflit, car un État neutre n'est pas censé prendre parti dans les sanctions. Et cette pensée a évidemment aussi contribué ou lancé cette initiative de l'UDC sur la neutralité, d'ancrer la neutralité dans notre Constitution, et je pense qu'on va voter sur cette initiative l'année prochaine. Un thème très très prominent dans la discussion sur la neutralité en Suisse, c'est la question de la réexportation d'armes. Au fond, ce n'est pas vraiment une question de droit de la neutralité, c'est plutôt une question de la politique de neutralité. Ça veut dire que c'est une question de la législation suisse, à savoir de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Et puis, si le Parlement suisse, si le peuple suisse le voulait, on pourrait donc assouplir les règles de la réexportation dans cette loi, sans mettre fondamentalement en danger donc, notre neutralité. Mais comme vous le savez, les discussions continuent et puis je n'ai pas l'impression qu'on arrive très très rapidement à une conclusion. J'accélère un peu et j'arrive bientôt à la conclusion de ma présentation. Donc, j'ai dit tout au début, la neutralité est de plus en plus mise sous pression dans les pays occidentaux. En même temps, elle connaît une renaissance dans le sud mondial et parmi les puissances émergentes. Des pays comme l'Inde, le Brésil, les États du Golfe mènent une politique de multi-alignment en équilibrant leurs relations entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Cette flexibilité stratégique leur permet de maximiser les avantages économiques, sécuritaires et diplomatiques sans être fermement liés à une grande puissance. J'ai vécu cet intérêt croissant pour des concepts proches de la neutralité, également à une conférence à Belgrade, où j'ai participé tout récemment à la Belgrade Security Conference, où différents États et experts ont discuté des avantages et des défis d'une telle stratégie. Donc, si vous voulez, dans un monde de plus en plus multipolaire, la neutralité acquiert une nouvelle pertinence géopolitique. J'arrive donc à la conclusion de ma présentation. La neutralité suisse existe-t-elle encore? Oui, mais elle s'adapte constamment à l'environnement changeant. Pour que la neutralité reste crédible, deux choses doivent se produire, à mon avis. Premièrement, extérieurement, la neutralité doit être reconnue et respectée par d'autres nations. Donc, un État neutre doit être perçu comme une. Et pour arriver à cet objectif, un État neutre doit être perçu comme utile par la communauté internationale. Et ça nécessite une politique étrangère active, une politique de sécurité active. Donc on doit contribuer
aux défis, on doit offrir des résolutions aux défis globaux. Deuxièmement, à l'interne, la neutralité doit être reconnue comme un outil de politique étrangère et de sécurité, donc ça ne devrait pas devenir un dogme. Donc il faut garder cette flexibilité de pouvoir s'adapter à un environnement changeant. Je m'arrête ici. Je vous remercie de votre attention et d'avoir toléré mon accent suisse-alémanique horrible. Et maintenant, je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, et merci pour cette présentation en français. On aimerait tous parler aussi bien l'allemand, et on vous remercie. Je vais vous passer la parole, mais au vu de cet exposé qui m'a beaucoup frappé, qui est très intéressant, vous avez un PowerPoint avec 3 images, l'image de Monsieur Cassis, l'image de Monsieur Broadblocher et l'image de Monsieur Oggi. Alors sur la première image de Monsieur Cassis qui dit la neutralité n'égale pas l'indifférence, et dans le fond, me semble-t-il, si aujourd'hui ce débat sur la neutralité est si aigu en Suisse, c'est qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il y a eu un très fort engagement aux côtés de l'Ukraine, ce pays qui a été victime d'une agression, et ça personne ne peut le nier. Il y a eu peut-être plus d'indifférence par rapport à d'autres conflits. On pense par exemple au Proche-Orient, on pense à certains conflits africains. Et dans le fond, le reproche et peut-être l'incompréhension que suscite aujourd'hui ce concept de neutralité, c'est qu'il semble être soumis à plusieurs standards, à des doubles standards. Ce double discours que les pays du Sud nous reprochent beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le fond, c'est difficile d'être neutre. Vous voulez peut-être prendre un micro? Oui. Ou vous préférez parler comme ça? Oui, je peux parler depuis ici. Oui, je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette critique des doubles standards. Et puis là, on fait partie de l'Occident entier, n'est-ce pas? Donc, on revendique des prises de position des pays du Sud qu'on n'est pas prêt, nous, d'assumer par rapport à d'autres contextes. Par exemple, il y a ce double standard entre, n'est-ce pas, notre vision de la guerre contre l'Ukraine par rapport au conflit au Proche-Orient. N'est-ce pas? Donc, le Sud nous critique, et je pense à juste titre, d'être pas suffisamment explicite en critiquant par exemple l'Israël pour ses violations du droit international humanitaire, mais on aimerait que se manifeste très très clairement contre l'agression russe, n'est-ce pas? Ce qui est compréhensible qu'on exige cette position, mais je pense, c'est clair, nous n'assumons pas la même conséquence, la même logique par rapport à des conflits. Au Proche-Orient, ça c'est l'exemple le plus prominent, mais c'est aussi vrai, on est beaucoup moins intéressé par le conflit. En Afrique, par exemple. Actuellement, au Kivu, un conflit terrible. Oui, ou un conflit qui dure depuis plus longtemps. Oui, Kivu, ça dure aussi beaucoup depuis longtemps, mais le Soudan, par exemple, n'est-ce pas, ça c'est tout simplement pas sur notre radar politique. Et là, c'est clairement, il y a des doubles standards. Évidemment, ça devient un peu plus compliqué si on regarde nos approches par rapport à la guerre en Ukraine. Là aussi, on pourrait raisonner que la Suisse était peut-être pas
toujours vraiment impartial. Il y a une critique qu'elle a pris le côté de l'Ukraine, ce qui est de nouveau très très compréhensible parce que l'Ukraine était le pays agressé par la Russie, etc. Je me souviens, si vous me permettez, monsieur l'ambassadeur, vous avoir lu en 2023, où vous disiez, un peu seul à le dire, nous devrions ouvrir des négociations aussi avec la Russie. Et vous étiez là assez affirmatif, dans le fond. C'est le rôle de la Suisse, dans sa tradition de bons offices, dans sa tradition de pays neutre, de parler avec toutes les parties. Est-ce que vous pensez que la Suisse devrait, de ce point de vue, avoir des initiatives plus décisives par rapport à ce conflit? Disons, j'aimerais faire 2 points. Le premier, c'est... oui. Le premier point, c'est... évidemment, la Suisse fait part de l'Occident, n'est-ce pas, de ses valeurs. Économiquement, politiquement, on fait part de ce groupe de pays que les Russes appellent l'Ouest politique, n'est-ce pas, donc l'Occident politique. Et puis, évidemment, on était sous beaucoup de pression par ces pays parce qu'on n'était pas disposé de soutenir l'Ukraine par des moyens militaires. Donc, il y avait cette pression, et puis je comprends que le Conseil fédéral ne reste pas insensible à cette pression, n'est-ce pas? Et je pense que ce que nous avons vu par rapport à l'organisation du sommet de Birkenstock, etc., c'était une réponse, n'est-ce pas? Et si vous voulez, dans un certain sens, c'était une réussite dans le sens qu'on a pu se positionner mieux dans cet Occident politique, n'est-ce pas? Donc, c'était beaucoup apprécié, ces efforts. Aussi de donner à l'Ukraine une plateforme, de vraiment présenter les principes ukrainiens pour une paix durable. Donc, je pense, d'un côté, c'était une autre chose de faire, mais c'est vrai, d'autre côté, et ça serait, à mon avis, un pays neutre, qui mène une politique de paix active, devrait aussi essayer d'atteindre l'autre côté. Et si vous avez l'ambition de contribuer à la résolution du conflit, il faut parler aux deux côtés, c'est clair. Hein? Et puis, il faut toujours tout tango, donc, mais pour savoir si l'autre côté est prêt de parler, de négocier, etc., il faut au moins maintenir des canaux de communication. Au fond, et puis c'est ce que je voulais dire à l'époque, n'est-ce pas, il faut au moins maintenir les canaux de dialogue, et ensuite, si Moscou dit on n'est pas intéressé, oui, ils ne sont pas intéressés, on ne peut pas les obliger à négocier, mais reaching out, d'avoir un sens, et l'autre côté prêt, ça, à mon avis, là je dirais de façon critique, la Suisse aurait pu faire plus. Et là, vous avez aussi dit la Suisse est neutre dans la mesure où cette neutralité est reconnue par le reste du monde, hein, elle ne peut pas être neutre en tant que telle, et on a aussi l'impression que de ce point de vue-là, d'où le titre de cette conférence, cette neutralité n'est plus aussi, notamment par Moscou, par M. Poutine, qui l'a dit clairement, vous n'êtes plus un pays neutre, que cette neutralité, cette reconnaissance n'est plus aussi universelle. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter, ou est-ce que ce sont des effets de manche, mais que dans le fond, les canaux diplomatiques sont toujours bien là? Disons, la critique vient surtout de l'Occident. Hein. Donc la pression, disons, les pays qui disent oui, la neutralité c'est plus vraiment un concept du XXIe siècle,
ce sont les pays occidentaux. Les pays du Sud, au contraire, je pense, continuent d'apprécier cette neutralité. Et puis, ici, à Genève, n'est-ce pas, si on travaille au milieu, au centre du Genève international, on sent cette appréciation. La Russie, ça c'est un peu un cas spécial, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est de la Russie, vous devriez différencier entre, disons, la rhétorique officielle, qui est très très négative, c'est vrai, suite à l'adoption des sanctions de la Suisse, disons, on est tombé dans la catégorie des unfriendly countries. Et puis, s'il y a des négociations officielles à Genève qui ne sont pas particulièrement utiles, les Russes nous disent « Oh, on ne peut pas venir, vous êtes plus un pays neutre ». S'il y a des négociations très utiles à Genève, je peux vous assurer, ils continuent de venir. Donc, ils sont très, très sélectifs, très, très pragmatiques. Vous pouvez dire opportunistes, si ça fait du sens, ils viennent. Il y a des pays unfriendly qui sont plus unfriendly que d'autres pays unfriendly. Donc, on est clairement dans une catégorie où on a encore, disons, une réputation d'être au moins potentiellement un facilitateur, un médiateur acceptable. Ça veut dire pas, je ne veux pas dire que la Suisse peut, disons, maintenant résoudre ou négocier un cessez-le-feu, mais ce que j'aimerais dire, la Suisse peut, j'en suis sûr, offrir des services très utiles qui seraient acceptés par Moscou, mais aussi par Kiev. On a heureusement des relations excellentes avec les deux. Et notamment à travers votre centre. Je vais vous passer la parole. Je pense que vous avez vous aussi votre avis sur les trois options qui s'offrent à notre pays et cette neutralité. On a connu des périodes plus faciles, je pense, en matière de politique étrangère et en matière de neutralité. Je ne sais pas si vous voulez lever la main. Oui, monsieur. On va... Oui. Je peux parler fort. Oui, non, on va vous passer le micro. Si vous pouvez vous présenter, vous dire dans quelle section, dans quelle... Où est-ce que j'ai étudié? Oui. Je n'ai pas l'habitude de parler devant le micro. Moi, je m'appelle Dante, j'ai étudié en chimie. Donc, voilà. Et ma question... Alors, très intéressant, merci beaucoup pour ce partage. Et je rebondis sur votre question, en fait, parce que la neutralité, c'est... comme vous le dites ici, il faut qu'elle soit respectée extérieurement par les deux autres nations. Or, les pays occidentaux savent qu'ils arrivent à nous faire pallier. Avec moyennant de la pression, ils savent qu'on ne peut plus être neutre. Tant un pays vraiment neutre, du point de vue de la Russie, pas tellement, du point de vue des Occidentaux, pas tellement. Donc, de quel point de vue, à part du nôtre, sommes-nous neutres? C'est vrai qu'on se souvient de Madame, démissionnaire Madame Viola Amert, qui est rentrée d'une conférence de l'OTAN à Munich en disant ouvertement la neutralité suisse n'est plus comprise par l'Occident. C'était une déclaration, je pense, en 2022 qui avait beaucoup marqué. On ne comprend plus notre neutralité et c'était par rapport au conflit d'Ukraine. Oui, moi, disons, je pense, j'en ai fait allusion à cette critique. Elle est devenue moins forte pendant ces 3 ans. Et puis là, de nouveau, je pense aussi dans la perception des pays de l'OTAN, eux, évidemment, ils savent que la Suisse profite de la protection de l'OTAN, du point de vue sécurité en Europe. Mais je pense
ils savent aussi que la Suisse, en tant qu'État neutre, va pas, disons, contribuer militairement à combattre les Russes en Ukraine, mais ils attendent que la Suisse soit utile par d'autres moyens. Et je pense que la Suisse était, je pense, assez généreux. On peut toujours être plus généreux, mais on était quand même assez généreux par rapport à l'aide humanitaire, à l'aide de reconstruction, la réception des réfugiés, tout à fait. Donc, si vous faites absorption des moyens militaires, c'est vrai, là, si vous regardez les listes, les classements des pays, la Suisse arrive pas en premier, mais si on fait abstraction des contributions militaires, on n'est pas si mal que ça, n'est-ce pas? Ensuite, c'est aussi une politique étrangère active. Et c'est dans cette logique que la Suisse a donc organisé la conférence de Lugano sur la reconstruction et a organisé le sommet de Birkenstock, que je critique, mais pour une raison différente, n'est-ce pas? Mais pour, disons, démontrer à l'Occident qu'on est utile, n'est-ce pas? C'était une décision, une mesure très très utile. On a récemment, au temps passé, organisé une grande conférence à Lausanne sur les minages humanitaires. Donc, politiquement, on était actif, on a démontré l'utilité de notre pays. Mais, encore une fois, je vous invite d'adopter aussi une vision plus globale du monde et de notre pays. Et si vous voyagez, moi je voyage assez souvent dans le sud. J'étais à Pékin, j'étais en Inde, je parle aux Brésiliens, etc. Eux, ils sont très très contents, n'est-ce pas? Et puis, clairement, par exemple, les Chinois aussi sont extrêmement contents qu'il y a encore des pays qui puissent jouer ce rôle de pont, n'est-ce pas, entre les pôles, et les pôles deviennent beaucoup plus aigus actuellement. Et je pense dans un monde très très polarisé, on a besoin de quelques neutres qui sont prêts de faciliter, de jouer le pont entre ces pôles extrêmes. Une autre question? Oui, monsieur. On va vous passer un micro et madame tout à l'heure. Je m'appelle Chérif, c'est ma compagne qui est une alumni, c'est pas moi-même. Mais le sujet est très intéressant. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. La question que je me posais concernant, étant un expert parmi les 9 millions d'experts en neutralité, numériquement, on est un petit pays et la neutralité était un outil de flexibilité, d'autonomie pour la Suisse au milieu des autres pays occidentaux. Ma question concernait la coopération en sécurité avec l'Union européenne et avec l'OTAN. Eux, ils ont de l'appétit d'influence sur la Suisse pour que la Suisse joue un rôle qui serait plus de leur choix que du choix des Suisses. Et je me pose la question qu'en prenant des positions et en faisant la coopération de sécurité avec l'EU et l'OTAN, est-ce qu'on ne se trouverait pas, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ne se trouve pas dans une situation où on perd notre capacité d'autonomie et de flexibilité de choix futurs? Merci. Oui, c'est une excellente question. Et puis, je n'ai pas de réponse facile, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il n'y en a pas, je pense. Mais c'est clair,
dès qu'il y a de nouveau une menace militaire en Europe, disons, il faut aussi se préparer à répondre à cette menace militaire. Et puis, c'est aussi clair, mais c'était même dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était comme ça, mais aujourd'hui c'est encore beaucoup plus clair. Un petit pays comme la Suisse ne pourrait jamais se défendre seul. Donc, dans le cas d'une agression contre notre pays, on devrait s'allier avec d'autres. Et puis c'est tout à fait compatible avec la neutralité, parce que la neutralité s'arrête quand un pays est attaqué. Maintenant, la grande question, comment se préparer pour un tel cas? La réponse officielle, c'est d'accroître la coopération de sécurité avec des linkmen. Ça veut dire avec nos pays voisins d'abord. Il y aura par exemple cette année encore un très très grand exercice avec des troupes terrestres en Autriche. Et puis là, les partenaires ne sont pas l'OTAN, ni l'Union européenne, c'est l'Autriche et l'Allemagne, n'est-ce pas? Mais on aura un grand exercice militaire avec ces trois pays. Mais c'est clair, on discute aussi, y inclut au Parlement suisse, la question est-ce qu'on devrait aussi s'exercer avec des pays de l'OTAN pour des cas d'une attaque, n'est-ce pas? Donc, ce fameux cas de l'article 5, n'est-ce pas, du traité de Washington, qui nécessite donc une solidarité militaire des pays membres de l'OTAN. Est-ce que la Suisse pourrait aussi, ou devrait se joindre à ce genre d'exercice? Ça, c'est une grande question qui est débattue. Pour le moment, il n'y a pas de réponse claire. Je peux vous dire, pour ce qui est Luftwaffe. Oui, là, d'accord, on se comprend. Là, il y a déjà depuis, je pense, 10-15 ans, il y a des exercices communs avec l'OTAN, n'est-ce pas? Mais évidemment, c'est moins visible parce que c'est dans l'air, tandis que si on parle de la même question avec des troupes terrestres, c'est beaucoup plus... C'est un peu un tabou. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est peut-être assez sage qu'on commence maintenant avec des exercices avec les Autrichiens et les Allemands, n'est-ce pas? Mais, disons, je pense, dans la situation de menace actuelle, on ne peut pas se fermer de ce genre de questions. Et, à mon avis, la réponse est une coopération de sécurité qui ne met pas en question de façon fondamentale la neutralité. Donc, évidemment, devenir membre de l'OTAN, c'est complètement exclu, mais garder aussi une certaine distance politique, je pense que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, moi, je dis depuis des années, on pourrait faire beaucoup plus pour l'OTAN par des moyens non militaires. L'OTAN est super intéressée pour coopérer avec la Suisse. Il y a un secteur de recherche des unis, des entreprises privées qui sont excellents dans les nouvelles technologies, AI, quantum, human augmentation, etc. Là, l'OTAN serait très très intéressée de coopérer avec nous dans des domaines qui sont politiquement beaucoup moins sensibles. Donc il y a, je pense, avec un peu de créativité, il y a toute une série d'options de coopérer, de renforcer cette politique de sécurité, de se voir solidaire, n'est-ce pas, avec le protecteur, le grand protecteur, sans devenir membre du club et en gardant une certaine distance politique. C'est une ligne de crête difficile. Madame?
Merci pour votre présentation. Je reste un petit peu sur ma faim parce qu'il y a un conflit dont on ne parle pas alors qu'il est en pleine actualité, et puis ça me frappe, Israël-Palestine. Et là, je pense que moi j'ai été très choquée par soi-disant neutralité suisse. Il n'y a pas eu une offre de bons offices, alors que d'habitude, la Suisse a offert souvent, presque toujours, ses bons offices. J'ai l'impression que maintenant, la Suisse ne dénonce pas qu'il y a quelque chose devant la Cour de justice, un génocide. Maintenant, il y a la confiscation, il y a la colonisation qui continue. Je veux dire, comment on peut parler de neutralité quand on n'entend rien? Bon, bien sûr, M. Cassi, il est affilié à des Suisses Israël, etc., on le sait. Bon, je veux dire, mais moi, je suis vraiment un peu étonnée. Je pense qu'avec d'autres gens comme Mme Calmiret ou autres, il y aurait eu d'autres positions qui auraient été prises, ou des suggestions. Et je ne vois pas très bien, voilà, la neutralité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a des clans qu'on soutient, parce que maintenant, il y a la colonisation et on ne dit rien. Je veux dire, bon, j'aimerais vous entendre sur ce conflit, et vous, comment vous voyez là le rôle de la neutralité de la Suisse dans ce rôle? Est-ce que là où il y a les failles? Une question sur le double standard qui est... Oui, disons, je ne vais pas vous contredire. Vous êtes dans une position un peu difficile. Non, jamais. Oui, je suis à la tête d'une fondation indépendante avec un titre d'ambassadeur du Conseil fédéral. C'est vrai, je suis un peu... moi, je dis, j'ai déjà assez régulièrement, aussi publiquement, dit ce que je pense, n'est-ce pas, de la politique suisse au Proche-Orient ces jours. Et puis, ouais, je pense, je suis très critique. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai répondu à votre question par rapport au double standard, comme j'ai répondu. Donc, oui, au fond, moi je suis aussi déçu. Et moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière dans cette région du monde, n'est-ce pas? Donc, c'était encore à l'époque de l'initiative de Genève, n'est-ce pas? C'est à cette époque, j'ai commencé à la tête de la division politique sécurité humaine. Et ensuite, comme vous avez dit, quand il y avait encore une chance de la non-radicalisation de Hamas, c'était après la victoire de Hamas fin 2005 à Bethléem. Et ensuite, ils ont aussi gagné les élections au Gaza. La Suisse avait le courage de lancer un dialogue avec eux, n'est-ce pas, avec protection de Washington, Bruxelles, etc. Donc on n'aurait pas fait cavalier seul. Mais quand même, disons, à l'époque, on avait une politique super active. Je ne vois pas le même enthousiasme. Oui, ça c'est un bon terme, mais le même enthousiasme aujourd'hui, malheureusement. Madame, on va vous passer la... Merci Monsieur l'ambassadeur, merci Madame Jean. Je voudrais juste vous demander de compléter la question qui vient d'être posée. Comment vous l'expliquez, vous, ce double standard? Quels sont les éléments qui expliquent ce double standard par rapport justement à la tragédie du Moyen-Orient? Quels sont les éléments pour l'expliquer? Oui, il y a d'autres centres politiques en Suisse qui sont très bien représentés, d'ailleurs aussi au Parlement, n'est-ce pas? Si vous regardez par exemple tout le débat sur l'UNRWA, je pense ça dit beaucoup. Est-ce que ça ne laisse plus de choix au Conseil fédéral? Je pense que non. Mais clairement, il y a des penchants politiques dans notre pays qui ouais, ne priorisent pas cet engagement impartial dans la région. Donc, ils poussent plutôt vers la prise. Donc, on prend un côté spécifique. Est-ce que vous sentez là
une différence entre des perceptions en Suisse alémanique et en Suisse romande. En tout cas, du côté de la députation, vous parlez de Moura, c'est assez, on est ici à Genève. D'une manière générale, les députés genevois, quels que soient les partis, sauf l'UDC, étaient plutôt pour une poursuite de l'aide, alors que apparemment, en Suisse alémanique, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus radicalisé. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais il y a une sorte de césure. Vous la sentez? Oui, il y a une espèce de rejet, clairement. Il y a vraiment un rejet. Peut-être plus au Parlement qu'au public large. Je ne sais pas, surtout maintenant, je serais beaucoup moins sûr s'il n'y avait pas une majorité des Suisses alémaniques aussi pour une continuation du soutien à l'UNRWA. Surtout maintenant, après le cessez-le-feu, je pense que c'est la seule organisation qui puisse donc, assurer l'aide humanitaire, l'aide d'urgence. Mais au Parlement, c'est vrai, il y a vraiment un lien très très fort côté Suisse alémanique. On ne vous a pas posé la question sur l'arrivée de Trump, qui doit quand même changer beaucoup de choses. Est-ce qu'il reconnaît notre neutralité? Mais on va le pouvoir le faire. Peut-être quelqu'un a des questions. Madame, oui. On va vous envoyer, on va vous amener un micro. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. On aimerait encore vous écouter pendant des heures. J'avais plusieurs questions, mais je vais essayer de raccourcir tout ça. Je suis navrée, c'est pas sur Trump, ma question. Je suggérais parce que c'est quand même d'actualité, mais... Oui, mais j'aimerais faire le lien avec ce qui a été dit par mes préopinantes. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que la Suisse se dirige aussi vers un multi-alignment? Vous avez utilisé ce terme, ce concept, dans le sens où voilà, on s'aligne avec des intérêts économiques, plus ou moins opportunistes, plus ou moins cohérents, et puis d'un autre côté, on organise le Bürgerstock, le sommet pour le déminage à Lausanne, comme vous l'avez déjà cité, au mois d'octobre 2024. Et puis, rappelons aussi qu'on représente les intérêts russes en Géorgie et les intérêts géorgiens en Russie, donc on garde ce dialogue dans d'autres arènes avec la Russie, etc. Donc il y a peut-être un manque de cohérence, mais est-ce qu'on pourrait se diriger vers ce concept de la Suisse se dirigerait vers ce concept de multi-alignement? Une deuxième question qui est très différente par rapport à cette menace éventuelle qui viendrait de l'extérieur et le fait de s'y préparer. Moi, j'ai de la peine à comprendre ce débat parce qu'on parle beaucoup de budget militaire qui augmente et qui devrait être alloué à des infrastructures militaires, etc. Mais j'ai l'impression qu'on oublie de prendre le problème dans 360 degrés. C'est que si on est attaqué, est-ce qu'on est formé à la médecine de guerre? Est-ce qu'on a les infrastructures hospitalières, etc., qui sont formées dans cette éventualité-là? Les infrastructures civiles sont-elles bien protégées en Suisse, etc. Et on a vu pendant le Covid, avec la crise sanitaire, que quoi, c'était pas... On a d'abord été la Suisse, le pays le plus riche du monde, etc. On était un peu sous l'eau, si je puis dire. Donc voilà, je trouve que ça manque au débat, mais je pense que c'est pas dans le mandat du GICSP, parce que c'est très axé civil et moins... On va rester Merci beaucoup. Sur la première question. Est-ce que dans le fond, ça fait à la politique de neutralité? Est-ce que notre neutralité ne doit pas être... dans le fond, on est entré dans des temps difficiles, des eaux troubles, et on doit s'adapter en permanence, comme le suggère Madame. Disons, c'est pour ça que je trouve la neutralité reste un bon outil de notre politique étrangère et de notre politique de sécurité, parce que dans un monde tellement polarisé, on n'aimerait pas être obligé de tout le temps de choisir le même camp pour tous les défis, pour toutes les questions. Je pense que c'est sage d'avoir une certaine flexibilité. Dans la réalité, s'il y a des pressions pour, on parlait du président Trump, combien de pression peut-on résister en tant que Suisse si
les États-Unis, par exemple, nous mettent sous pression sur le plan économique, ça c'est une autre question. La place bancaire, enfin, il y a beaucoup de... Il y a aussi une histoire où on a dû céder à des pressions, c'est clair. Mais quand même, je trouve, pour répondre à votre première question, la neutralité, c'est quand même un choix différent au multi-alignment. C'est plus spécifique, c'est ancré dans le droit international, donc ça c'est pas le cas pour le concept du non-alignment, n'est-ce pas? Au fond c'était le concept traditionnel. Aujourd'hui les pays comme l'Inde insistent beaucoup, non, on n'est plus non-aligned, on est multi-aligned, mais très souvent les concepts ne sont pas si différents. Ce qui peut être différent, et puis ça c'est aussi différent par rapport à la neutralité, je pense que notre concept de la politique étrangère reste quand même basé sur des valeurs, n'est-ce pas? Une politique multi-alignment est vraiment conduite par des intérêts, purement par des intérêts, n'est-ce pas? Et puis, parlez aux Indiens, ils vous confirment, it's interest-driven foreign and security policy, we don't care about values. Peut-être ils ne disent pas si explicitement, mais c'est ce qu'ils pensent. Hein. Et puis, similaire, d'autres grands pays du Sud, tandis que nous avons quand même des valeurs qu'on défend, et puis la neutralité reste un outil, hein, donc pas un principe, un outil de notre politique étrangère et sécuritaire. Et le peuple suisse, vous l'avez rappelé, sera amené à voter sur une initiative. Voilà, ça va donner un grand débat. D'autres questions? Oui, monsieur. Merci pour votre participation et vos questions. Ça nous fait très plaisir. On est très heureux d'avoir monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, je voulais juste vous demander quel est le pourcentage d'influence du fait qu'on a des organisations internationales humanitaires dans la définition et dans le management de l'outil de politique étrangère et de sécurité qui est la neutralité. J'ai pas bien compris. Quelle est la partie de l'influence? Est-ce que le fait d'avoir des organisations internationales humanitaires à Genève est vraiment clé, important, négligeable dans la définition de l'outil de la partie droite du graphique ici, un outil de politique étrangère et de sécurité? Oui, excellente question. Moi, je trouve que c'est un peu moins clair aujourd'hui qu'il y a, je dirais, 10 ans, 15 ans. Disons, quand j'ai commencé ma carrière diplomatique, on nous a vraiment dit que c'était partie de la doctrine enseignée, n'est-ce pas? Donc, Genève international, droit international humanitaire, la Suisse, donc c'est la même chose. Aujourd'hui, surtout, si je suis des discussions, par exemple à Zurich, cette sensibilité pour Genève international, pour le droit international humanitaire, pour les intérêts des organisations humanitaires ici à Genève, est beaucoup moins compris. Là, à mon avis, je pense qu'il y a un besoin d'en parler, de discuter, de renforcer de nouveau cette conscience. Ça me fait un peu peur. Hein. Donc, en tant que Zurichois, moi je fais beaucoup de propagande pour la Genève internationale, au-delà du Röstigraben, donc dans la Suisse allemande. C'est tout à fait confirmé au Parlement à Berne, où on ne nous parlait plus de la Genève internationale. Oui. Et sur le plan international, votre question est très importante aussi. Une organisation comme le CICR, qui a été quand même prise à partie, on parlait du conflit du Proche-Orient, qui a été prise à partie, qui ne peut plus d'ailleurs visiter les prisons en Israël, qui a été pratiquement
contesté dans son objectif de neutralité, qui est absolu. On l'a mis dans un camp. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on doit être inquiet pour le CICR? Oui, on doit, mais ça fait, disons, partie du changement dans les approches, dans les politiques, dans les mindsets des États, n'est-ce pas? Donc, oui, il faut vraiment, je pense, se faire souci pour ce manque de respect du droit international humanitaire, mais aussi des acteurs humanitaires, n'est-ce pas? Donc, là, je pense qu'il y a vraiment une situation beaucoup plus dramatique qu'il y a 15-20 ans, où il y avait quand même un respect fondamental pour les acteurs humanitaires. Et puis aujourd'hui, vous avez des acteurs, d'ailleurs aussi de l'autre côté, n'est-ce pas? Il y a c'est pas seulement Israël qui questionne, mais vous avez aussi des groupes armés non étatiques qui ne respectent plus les acteurs. Et puis le résultat, c'est beaucoup plus d'attaques. Donc les risques pour les acteurs humanitaires, ça a massivement changé. C'est beaucoup plus risqué d'aujourd'hui d'être un humanitaire qu'il y a 20 ans. On est dans un monde plus dangereux. Oui, monsieur, dans le fond. Karine, on peut continuer encore un petit peu. Merci beaucoup. On va prendre encore. Levez la main, tous ceux qui veulent. Et puis on va prendre 1, 2 et 3 questions, si vous êtes d'accord. On va les prendre regroupées, puis monsieur l'ambassadeur pourra y répondre. Merci monsieur l'ambassadeur pour cette présentation. Vous avez parlé avant des exportations d'armes comme ayant un impact sur la neutralité, sur la politique de neutralité de la Suisse. Qu'en est-il des importations d'armes en Suisse et quel est l'impact sur la politique de neutralité suisse des importations, donc des acquisitions d'armes pour la Suisse? On pense notamment au F-35 et à d'autres cas de figure. Merci pour cette question. Les acquisitions, donc l'inverse. Madame, c'était qui avait levé la main? Oui, c'est vous. Merci. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre présence. On voit qu'à travers votre exposé, la Suisse s'aligne sur les intérêts européens, mais aussi sur ses propres intérêts politiques et économiques. On suspecte quand même la Suisse de se poser la question de potentiels intérêts économiques qui seront diminués si elle ne collabore pas avec l'Union européenne sur le sujet des sanctions. Et on se pose aussi la question avec l'inflation qu'il y a eu depuis 2022, avec les restrictions en termes d'énergie, c'est-à-dire le gaz, la possibilité de coopérer économiquement avec la Russie. Est-ce que finalement la Suisse et l'Europe ne seraient pas en train de s'enliser dans un conflit en perdant si vous voulez, un ami économique à terme? Et est-ce qu'on ne serait pas en train de finalement se retrouver dans une Europe qui va se retrouver face à elle-même et dénuée d'énergie telle que le gaz et le pétrole et devoir le payer plus cher et continuer dans une inflation grimpante? Merci. Toute la question de l'alignement entre la défense des intérêts économiques et la défense des valeurs. Et puis monsieur Licolier, est-ce que je prive quelqu'un d'autre? Alors, monsieur Licolier, vous avez la dernière question et on va continuer. Tout d'abord, merci monsieur l'ambassadeur pour une excellente présentation, intéressante discussion. On a compris qu'il y a tout un spectre dans le concept de neutralité. Il y a de la neutralité totale blorérienne, si je peux dire, totale, éternelle, jusqu'à cette idée d'un outil pour la promotion de la paix et de la sécurité. Il y a tout ce spectre. Je regarde la question qui est posée là, la neutralité suisse existe-t-elle encore? Si on peut résumer en une petite phrase la réponse à cette question, quelle serait cette réponse? Alors on laissera pour la conclusion. Ça sera la conclusion.
Alors la toute première question qui était celle de monsieur, qui concerne les importations. Doit-on être neutre dans les importations? Peut-on importer des armes de tous les pays, y compris les pays qui violeraient les droits humains, etc.? Oui, je pense que la question était plutôt si on achète des armes que d'un camp politique ou d'un pays spécifique, est-ce qu'on est encore neutre, n'est-ce pas? Donc, est-ce que, je pense que c'était votre question, n'est-ce pas? Et quelles sont les conséquences? Oui, oui. Donc, sur le plan légal, n'est-ce pas, c'est pas réglé par le droit international, mais évidemment, la perception politique est pertinente. Et donc, de ce point de vue, ça serait probablement mieux de dépendre pas d'un seul fournisseur d'armes, n'est-ce pas, d'avoir un choix, de ne pas dépendre d'un camp. Ça ouvre aussi, dès que vous dépendiez dans un certain domaine, militaire ou non militaire, d'un seul fournisseur, ça a des conséquences si inclus politiques. Donc, vous êtes beaucoup plus vulnérable aux pressions, etc. Donc, je déconseillerais d'être dépendant d'un seul fournisseur. Mais ça ne vaut pas seulement pour les armes. Je pense aussi dans des supply chains, pour des biens super importants pour notre économie, c'est sage de diversifier, de ne pas dépendre, par exemple, de la Chine seulement, d'avoir d'autres fournisseurs, parce que oui, ça nous rend très très vulnérables si on dépend d'un seul. Question économique. Oui, évidemment, les réalités économiques sont un facteur extrêmement important. Et puis, oui, on peut maintenant raisonner quelle était la vraie raison pour la Suisse et adopter le paquet complet des sanctions. Moi, je dis toujours, c'était la pression du peuple, c'était vraiment cette solidarité énorme. L'émotion aux heures, aux jours après l'invasion, la Suisse était vraiment avec l'Ukraine et je pense le Conseil fédéral n'avait pas de choix. Mais c'est vrai, si on n'avait pas pris cette décision, je suis sûr les pressions économiques auraient rapidement augmenté. Donc, je pense que dans la réalité, il y a ces deux éléments. Maintenant, votre question, je pense, va un peu plus loin. C'est un peu le futur énergétique de l'Europe. Moi, je trouve cette guerre, n'est-ce pas, a fait deux choses. A donné une impulsion très très importante à la transition énergétique vers des sources vertes. C'est positif. D'autre côté, ça nous a amené à acheter beaucoup plus de LNG des États-Unis, qui est super cher, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai, à fin de compte, dans un monde idéal, ça serait mieux d'acheter du gaz beaucoup meilleur marché de la Russie. Mais ok, c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc, et puis là, je pense qu'il faut tirer des conséquences. On a tiré des conséquences. Et puis, oui, les Russes, évidemment, ne sont pas contents du tout de ne plus pouvoir vendre du gaz en Europe. Votre dernière question, monsieur. La réponse à la question du ouais. Donc, on est dans ce spectre entre le bloc américain le cœur d'une politique de neutralité sont les obligations légales. Donc, il faut toujours se tenir aux obligations légales. Je pense que ça, c'est vraiment... là, il n'y a pas de marge de manœuvre, n'est-ce pas? Mais en plus, je pense, le deuxième point, si vous permettez, dans
la neutralité doit être perçue comme quelque chose d'utile par la communauté internationale. Et pour ça, ça n'arrive pas automatiquement. Pour ça, il faut une politique étrangère active. Et puis, voilà. Et puis ça serait, je pense que ça c'est ma conclusion et ça c'est mon message à vous. On vous a bien compris. On a intérêt d'avoir un gouvernement, un parlement, un peuple qui soutient une politique étrangère, une politique de sécurité. Il y a beaucoup d'outils, n'est-ce pas? Pour le moment, on pense que de renforcer notre défense, ce que je comprends, n'est-ce pas? Mais pour le moment, tous les outils soft, soft security tools, là, on fait des coupures partout. Mon centre reçoit même l'argent, n'est-ce pas, depuis l'année passée, même si on est très actif de promouvoir la paix et la sécurité. Et je pense que c'est dommage. Donc, oui, ça serait mon dernier mot. On vous remercie vraiment pour cette